Mes enfants croient que leur père était un homme bien. Ils le croient parce que je m'en suis personnellement assurée. Pendant 30 ans, j'ai bâti cette illusion avec le même soin maniaque que l'on met à construire un édifice qui doit défier le temps. J'ai colmaté chaque fissure avant qu'elle ne devienne visible. J'ai masqué chaque faille avant que quiconque ne puisse la remarquer. Et je l'ai si bien fait qu'aujourd'hui, mes enfants se souviennent de lui comme du père idéal, de l'homme qui était toujours là, de l'inébranlable pilier de notre famille. Et moi, ils m'évitent. Oh, pas de manière dramatique. Il n'y a pas de conflit ouvert, pas de dispute monumentale pour justifier cette distance. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Ce sont les appels téléphoniques qui s'espacent de plus en plus. Ce sont les visites dominicales annulées à la dernière minute, avec des excuses qui semblent toujours parfaitement raisonnables. C'est cette sensation glaciale que lorsque nous sommes réunis, je suis la personne de trop, celle qui encombre une conversation qui existerait tout aussi bien sans elle. C'est une forme d'invisibilité qui n'a pas de nom précis, mais qu'une mère reconnaît avec une acuité qui lui broie le cœur, précisément parce qu'elle ne s'y trompe jamais. Je m'appelle Sylvie, j'ai 69 ans. J'ai travaillé comme aide-soignante pendant 26 ans. La majeure partie de ma carrière s'est déroulée de nuit. C'est l'équipe dont personne ne veut, mais que j'ai acceptée pendant des décennies parce que les nuits payaient un peu plus, et que chez nous, ce un peu plus était toujours vital. J'ai été mariée à Richard pendant 41 ans. Richard est mort il y a 2 ans, des suites d'une insuffisance rénale qu'il traînait depuis longtemps, et qui à la fin l'a emporté beaucoup plus vite que ce que les médecins avaient prédit. Nous avons eu 3 enfants. Maxime qui a 44 ans, Céline qui en a 41, et le petit dernier, Thomas, qui a 38 ans. Tous les 3 adoraient profondément leur père. Avant de vous raconter ce que j'ai gardé sous silence toutes ces années, j'ai besoin de vous demander une chose. Si vous êtes là, à m'écouter, et que vous sentez que ces histoires font écho à la vôtre, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons la vérité nue de femmes qui ont porté un fardeau bien trop lourd, en silence, pendant bien trop longtemps. Le bouton est juste en dessous. Et maintenant, je vous dis tout. Richard était un homme charmant avec les personnes qu'il choisissait de charmer. C'est la toute première chose qu'il faut comprendre pour que le reste de mon histoire ait un sens. Il n'était pas charmant avec tout le monde, ni tout le temps. Il l'était de manière chirurgicale, avec la précision d'un homme qui sait que le charme est une monnaie d'échange, et que le capital, ça se gère. Avec nos enfants, il était charmant le week-end, sur le bord des terrains de foot pendant les anniversaires, dans ces instants précis qui se photographient et qui forgent l'image idyllique qu'un enfant se fait de son père. C'était lui qui débarquait avec des pizzas surprises le vendredi soir, lui qui les emmenait à la fête foraine, lui qui racontait des blagues à table et transformait un simple dîner en événement festif. Mais ce qui se passait la semaine, dans l'ombre du quotidien, c'était mon domaine. Les devoirs sur la table de la cuisine, c'était moi. Les rendez-vous chez le pédiatre, c'était moi. Les réunions parents-prof, c'était moi. Les disputes explosives entre frères et sœurs, les crises d'angoisse de l'adolescence, les nuits blanches passées au chevet de l'un des 3 parce qu'un chagrin d'école l'empêchait de dormir. Tout cela n'appartenait qu'à moi. Richard rentrait du travail, mangeait le repas que j'avais préparé, regardait la télévision dans le fauteuil qui était son fauteuil, et dormait ses 8 heures réglementaires. C'était un système si profondément enraciné que ni l'un ni l'autre ne prenions la peine de le nommer. Car pour nommer une chose, il faut l'observer de l'extérieur, et aucun de nous ne sortait jamais de ce cadre. La toute première fois que Richard m'a annoncé qu'il voulait nous quitter, Maxime avait 8 ans, Céline en avait 5, et Thomas venait d'avoir 2 ans.
Je rentrais d'une garde de nuit à l'hôpital qui avait été particulièrement éreintante. Richard était assis dans la cuisine devant une tasse de café froid, avec une expression sur le visage que je ne lui connaissais pas. Il m'a dit qu'il étouffait, que ce n'était pas la vie dont il avait rêvé, que les enfants, la maison, les factures, les responsabilités, tout cela l'écrasait d'une manière qu'il ne supportait plus, que c'était une erreur et qu'il valait mieux que chacun reprenne sa liberté. Je me suis assise en face de lui. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hurlé. Je lui ai demandé depuis combien de temps il ressentait cela. Il m'a répondu « des mois ». Je lui ai alors demandé ce dont il avait besoin pour rester. Nous avons discuté pendant 3 heures, pendant que nos 3 enfants dormaient à poings fermés dans leur chambre, ignorant totalement qu'à 3 mètres d'eux, leur père négociait froidement son maintien ou sa démission de leur vie. Finalement, Richard est resté. Je n'entrerai pas dans les détails sordides de cette transaction, car certaines choses n'appartiennent qu'à cette nuit-là. Ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a coûté cher. Ce que Richard exigeait pour ne pas fuir impliquait que je renonce à des choses auxquelles aucune femme ne devrait renoncer. Et je l'ai fait, parce que j'avais 3 enfants de 2, 5 et 8 ans, et qu'à cet instant précis, la perspective de les élever seuls me terrifiait davantage que le prix de son chantage. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois a eu lieu 5 ans plus tard. Les mots étaient légèrement différents, mais la plaidoirie était la même. Il se sentait prisonnier, sa vie lui échappait. La même tractation morbide s'est rejouée au milieu de la nuit, pendant que la maison dormait. J'ai payé le même prix. Et Richard est resté. La 3e fois, Thomas avait 14 ans. À ce stade, je connaissais la partition par cœur. Je connaissais le timing, les arguments et le moment exact où Richard s'attendait à ce que j'intervienne pour le retenir. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, cette 3e fois, c'est à ce qu'il a lâché avant même que je n'ouvre la bouche. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que s'il pouvait remonter le temps, il n'aurait jamais eu d'enfant. Il ne l'a pas dit avec une cruauté calculée. Il l'a dit avec le soulagement de quelqu'un qui expulse une vérité rance qu'il gardait au fond de la gorge depuis trop longtemps. Il m'a expliqué que la paternité avait été une simple pression sociale, jamais un choix viscéral. Il a pris soin d'ajouter qu'il les aimait, bien sûr, mais que le fait d'aimer quelqu'un ne signifiait pas qu'avoir provoqué son existence était la bonne décision. Je suis restée muette, pétrifiée. Richard va continuer de parler, de justifier, de nuancer ses propos, mais je n'écoutais plus. J'essayais de digérer l'atrocité de ce qu'il venait de dire, et ce que cette révélation signifiait rétroactivement sur ces 15 années de pizza surprise, de fêtes foraines et de blagues dominicales. Ce n'était que du théâtre. Cette 3e fois aussi, Richard est resté, et j'ai pris ses paroles, et je les ai enfermées dans la même chambre forte où j'avais entassé tout le reste. Dans cet espace à l'intérieur de moi, qui au fil des décennies s'est rempli de poisons qui n'avaient nulle part ailleurs où aller, mes enfants ont grandi dans l'ignorance totale de ces 3 nuits. Ils ont grandi bercés par la légende que j'avais moi-même tissée et entretenue avec l'acharnement d'une martyre. À 20 ans, Maxime clamait que son père était son modèle absolu. Céline a épousé un homme qui, selon elle, possédait la même présence rassurante et tranquille que papa. Et aujourd'hui encore, Thomas parle de lui avec une admiration qui n'a pas pris une ride depuis sa mort il y a 2 ans. Et moi, on m'évite. Ils ne le font pas par méchanceté pure. Ils le font avec cette ingratitude inconsciente, propre aux enfants adultes, qui s'éloignent naturellement du parent qui symbolise les corvées, la rigueur, les limites, celui qui ne représentait pas l'amusement, mais l'obligation absolue, la mère qui bataillait aux réunions scolaires, qui désinfectait les genoux écorchés et qui tranchait les conflits, ne fait pas partie des souvenirs dorés. Elle est le décor.
Le père aux pizzas surprises, lui, est la vedette. Voilà le secret que j'ai porté pendant 30 ans. Pas une vulgaire infidélité charnelle, quelque chose de beaucoup plus indicible, et à bien des égards, d'absolument impardonnable. La trahison d'un lâche qui a sculpté sa statue de bon père de famille sur le dos, et le sacrifice invisible d'une femme. Une femme qui faisait tout ce qu'il fuyait, et qui a tué tout ce qu'il avouait quand les lumières s'éteignaient. Richard est mort il y a 2 ans, en emportant son auréole dans la tombe. Et même après sa mort, j'ai continué à garder son secret. C'est le genre de loyauté absurde que l'on développe après des décennies d'entraînement. Une fidélité qui ne sert plus strictement à rien, mais que le corps continue d'exécuter par pur réflexe. Ce qui a fait exploser mon silence, c'est une conversation que j'ai eue avec Céline il y a exactement 3 mois. Céline m'a appelé pour m'annoncer qu'elle organisait un grand dîner en l'honneur de Richard, pour le 2e anniversaire de sa disparition. Elle allait inviter tous ses anciens amis, son frère, ses petits-enfants. Elle m'a dit qu'elle voulait faire les choses en grand, parce que papa le méritait tellement. Et à un moment de la conversation, sans aucune intention de me blesser, mais en me poignardant quand même en plein cœur, elle a soupiré. « Tu sais, maman, papa était vraiment le cœur battant de notre famille. » Je suis restée silencieuse pendant de longues secondes, un silence que Céline n'a pas su décoder. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repensé aux 3 nuits de chantage. J'ai repensé aux innombrables gardes de nuit à l'hôpital qui m'ont permis de payer les études de Maxime. J'ai repensé à Thomas, 14 ans, dormant paisiblement à quelques mètres de l'homme qui m'avouait regretter sa naissance. J'ai repensé à ces 2 dernières années passées à protéger la mémoire d'un fantôme qui n'en avait plus besoin. Une protection que je continuais d'offrir parce que c'était la seule fonction que l'on m'avait laissée. Et j'ai décidé que ça suffisait. Je n'ai pas rappelé Céline, je n'ai pas convoqué Maxime ni Thomas. J'ai décidé de raconter mon histoire ici, de cette manière, parce qu'il y a quelque chose dans le fait de l'avouer à voix haute devant des milliers d'inconnus qui m'est plus supportable que de le cracher en regardant mes propres enfants dans les yeux. Mes enfants ne savent pas encore ce qu'ils vont découvrir s'ils tournent sur ce récit. Mais j'ai atteint ce point de rupture où porter cette croix seule m'est devenu infiniment plus intolérable que les conséquences de la lâcher. Je ne sais pas ce qu'il se passera quand Maxime, Céline et Thomas entendront cela. S'ils l'entendent un jour, je ne sais pas s'ils me croiront. Je ne sais pas s'ils me haïront de leur avoir menti par omission pendant 30 ans, ou s'ils haïront leur père pour sa lâcheté, ou s'ils nous détesteront tous les deux. Je ne sais pas si le mythe de leur père survivra à cette vérité, ou s'il s'effondrera en les brisant d'une manière que je ne peux pas anticiper. Mais ce que je sais avec une certitude absolue, c'est que pendant 30 ans, le véritable cœur battant de cette famille, c'était moi. Personne ne l'a jamais reconnu, mais c'est moi qui ai encaissé les tempêtes, c'est moi qui ai négocié dans l'ombre, c'est moi qui ai porté ce qui n'avait pas de forme. Le père héroïque dont ils se souviennent n'a existé que parce que j'ai cousu son costume de toutes pièces. Ce n'était pas un accident, c'était un travail de forçat. Ce sont 30 années de décisions déchirantes prises dans des nuits que personne n'a jamais vues. Et il est grand temps que quelqu'un le sache, non pas par vengeance ou pour détruire quoi que ce soit, mais parce que j'ai 69 ans. Il me reste de belles années à vivre, je l'espère, et je refuse de les passer en étant le figurant invisible de ma propre histoire. Je refuse que l'âme de cette famille soit attribuée à l'imposteur pendant que je me meurs à petit feu dans les marges d'un tableau que j'ai moi-même peint. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui ne peut plus continuer ainsi. Avez-vous déjà protégé l'image de quelqu'un qui ne le méritait pas,
au point d'en perdre votre propre place? Avez-vous gardé un secret si lourd et si longtemps que vous ne saviez plus où il commençait et où vous vous arrêtiez? Racontez-le-moi dans les commentaires. Et, si vous connaissez une mère de famille qui porte sur ses épaules un toit elle ne devrait plus porter seule, partagez-lui cette vidéo. Parfois, pour se libérer, il suffit d'entendre qu'une autre femme a enfin osé ouvrir la bouche.